Condrieu está situada en el extremo sur del departamento de Ródano, una región de paisajes increíbles y productos locales que invitan a su descubrimiento. Al borde de la vía encuentras puntos de venta de productos regionales en donde puedes comprar diferentes tipos de verduras ecológicas y tradicionales, frutas, vinos, carnes, quesos de diferentes tipos, embutidos y, por supuesto, caracoles en diferentes presentaciones. Hoy visitaremos la granja del señor Lionel Ogier, un agricultor de la región de Condrieu que lleva varios años dedicados al cultivo y a la comercialización de caracoles o escargots, por su nombre en francés. Donc Lionel Ogier, je suis agriculteur à Condrieu, donc dans le département du Rhône en France. Et donc on produit des escargots et de la viande avec ma femme Claire. Et donc sur l'exploitation on produit 300 000 escargots et on a 55 vaches à peu près. On produit tout ça avec l'aide de 2,5 salariés à plein temps. Voilà. Depuis 1995 et Claire m'a rejoint en 2001. Donc pour les escargots, on a 1200 m² de parc et l'ensemble de l'exploitation, on a 84 hectares. Donc on produit au total 330 000 escargots à peu près par an, donc ce qui fait environ 50 000 escargots pour 200 m² de parc. Donc sur les 330 000, il y en a 300 000 qui sont destinés à la vente, qui sont cuisinés, et environ 30 000 qui sont gardés l'hiver et qu'on utilise pour la reproduction au printemps. Donc toute notre production est vendue en point de vente collectif, donc un qui est situé à Ampuis et qui s'appelle Valferme, et puis un autre à Craponne qui s'appelle La Ferme Lyonnaise. Donc des points de vente collectifs où il y a différents producteurs, donc fruits, légumes, vins, fromages, enfin, tous les produits qu'on peut trouver localement. Donc il y a ces deux points de vente et puis on fait trois marchés au vin sur 3 week-ends et puis deux ou trois restaurateurs qui nous achètent des escargots aussi. La helicicultura es la cría controlada de caracoles para consumo alimenticio humano con fines comerciales. Se calcula que el consumo mundial actual de caracoles comestibles terrestres sobrepasa las 300.000 toneladas y según algunos estudios, se estima que en los próximos 20 años esa demanda se multiplicará por 5, es decir, que pasará a ser de 1.500.000 toneladas. Una cifra nada despreciable, por lo que podría aprovecharse esta circunstancia para instalación de nuevos criaderos. Donc nous, on les met en parc de début mai jusqu'au plus tard début juillet. Et donc on récolte on va dire de fin août il faut qu'on ait fini de récolter avant les premières gelées. Donc avant le 10 novembre chez nous idéalement, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on élève une espèce qui s'appelle le gros gris, et c'est une espèce qu'on ne trouve pas à l'état naturel en France, chez nous. C'est une espèce qui est originaire des pays du Maghreb, d'Afrique du Nord. Donc c'est ce qui fait qu'il faut qu'on ait fini de récolter avant les gelées, parce que si on le laisse en parc, il va geler, en fait. Parce qu'il n'a pas le réflexe de s'enterrer comme les escargots locaux qu'on a chez nous dans la nature, quoi. La especie Helix aspersa máxima o gros gris, originario de Argelia, es el caracol más criado en Francia. Su tamaño es de 40 a 45 milímetros para un peso adulto de 20 a 30 gramos. C'est une des productions où il n'y a pas, hormis l'atelier de transformation, il n'y a pas de gros investissements et il n'y a pas de bâtiment. Le cheptel ne coûte pas très cher à acheter, contrairement à un troupeau bovin ou ovin ou caprin. Donc il suffit, pour démarrer, à la limite, il n'y a pas besoin de faire de la reproduction. Il y a des producteurs qui vendent des petits escargots prêts à mettre en parc. Donc c'est très facile de démarrer, de faire des essais pour être sûr qu'on soit bien dans une production qui
qui nous convient, qui nous plaît. Et donc il faut très peu de terrain également. Et après, la partie plus difficile, c'est si on veut les transformer, parce que c'est là que se trouve la valeur ajoutée, la rémunération. Produire de l'escargot vif, il y a un marché, mais c'est un petit créneau et les prix ne sont pas très encourageants. Et donc si on veut les transformer, après c'est le laboratoire avec les conditions d'hygiène imposées par les services vétérinaires, et ainsi de suite. Là, ça devient un peu plus lourd. Mais on peut facilement démarrer, voir si l'activité nous convient, et bon, si elle nous convient, dans un deuxième temps, investir dans le laboratoire, parce qu'il y a la solution d'aller préparer ces escargots dans un laboratoire en location, chez un voisin, chez un autre producteur. Il existe aussi des labos collectifs, donc il y a des solutions avant d'investir dans le labo, quoi. Donc en fait, l'activité se boucle sur l'année. La reproduction a lieu fin d'hiver, printemps. Donc on met nos escargots en parc à partir du mois de mai, on les récolte à l'automne, on garde nos reproducteurs et la boucle est bouclée, quoi. On garde nos reproducteurs pour le printemps suivant. Le cycle se fait sur une année, quoi. Pour les élever en parc, ça prend en gros 5 mois, 4 à 5 mois. Donc ce qui fait qu'ils vont très très vite, c'est que nous, tous les soirs, on les nourrit dans la journée, le soir on arrose, donc ils sont en activité toutes les nuits. Alors qu'un escargot à l'état naturel, s'il y a un mois sans pluie, il va rester un mois sans manger, à jeûner, et donc forcément il ne va pas grossir. Donc il va prendre 2, voire des fois 3 ans pour arriver taille adulte. Alors que là, comme toutes les nuits ils sont actifs et ils mangent, donc ils grossissent plus vite simplement par ce biais-là, quoi. Donc en reproduction, oui, en fait l'escargot c'est un peu compliqué, il est hermaphrodite. Donc ça veut dire qu'il a les 2 appareils reproducteurs, mais il faut quand même qu'ils s'accouplent. Et donc suite à l'accouplement, ils peuvent pondre tous les 2. Donc après l'accouplement, il faut 3 semaines pour qu'ils pondent. Et après, il faut à nouveau 3 semaines pour que les œufs éclosent et qu'on ait les petits escargots. La carne de caracol se posicionó en el siglo XIX durante la hambruna provocada por la Revolución Francesa y posteriormente su consumo se expandió por toda Europa. Francia es el principal consumidor de caracoles en el mundo, seguido por España, Grecia e Italia. Posee una demanda que supera las 50.000 toneladas anuales y para satisfacer los requerimientos del mercado doméstico debe recurrir a la importación. Italia también importa un 50% de las 12.000 toneladas que consume por año. España, por su parte, compra a otros países cerca de 4.000 toneladas por año. Entre los principales exportadores de caracoles en el mundo se destacan Yugoslavia, Turquía, Marruecos y en América existen varios países dedicados al comercio internacional, que son Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile y Perú. Donc la nourriture, c'est une farine essentiellement composée de céréales auquel est ajouté du calcium pour la coquille, beaucoup de calcium, pour que la coquille soit suffisamment solide. Donc c'est des céréales, il y a du blé, il y a des pois, il y a du maïs, il y a de la luzerne déshydratée, et puis beaucoup de calcium. Ouais. Donc qui se présente sous forme qui est broyé très finement sous forme de poudre en fait. Quand on est au maximum de la consommation, on arrive à donner jusqu'à 180 kg par jour, quand ils sont tous à peu près gros. On démarre les premiers jours, on saupoudre, on met quasiment une pincée, c'est des très petites quantités. Et puis quand on arrive fin août, ouais, on atteint 180 kg, puis là ça diminue parce que les nuits sont un peu moins chaudes, ils mangent un peu moins. En tout, on passe 8000 kg pour produire les 330 000 escargots, 8000 kg de farine. Les grandeurs qu'on veut, après ce qui est bien, c'est d'avoir... ça devient un peu technique, c'est d'avoir des parcs qui correspondent à une semaine de reproduction pour pas lâcher des petits dans un même parc de différents âges pour qu'ils grossissent tous en même temps en fait. Pas lâcher des escargots pendant 3 semaines dans un même parc parce qu'il y en a qui vont être plus gros, qui vont concurrencer les autres en fait. Donc on essaye d'avoir des parcs qu'on puisse peupler
d'un seul coup en fait, sur une même semaine. Ça dépend un peu de la taille de l'activité de reproduction, quoi. Quelqu'un qui a très peu de reproducteurs va faire des tout petits parcs pour pouvoir lâcher tous ses escargots d'une semaine dans le même parc. Et nous, comme en fait on vend des petits escargots à d'autres producteurs, donc on a un atelier de reproduction assez conséquent, donc on a des parcs relativement grands parce qu'on arrive à peupler un parc assez facilement, quoi. Après, ce qui est important dans les parcs, c'est d'avoir au niveau de l'agencement, c'est d'avoir suffisamment de ce qu'on appelle de la surface de collage, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient assez de place pour tous se mettre à l'abri du soleil, pour pas qu'ils se déshydratent quand il fait trop chaud, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de planches, beaucoup de tuiles, pour qu'ils aient de la place pour se mettre à l'abri du soleil. Donc l'extérieur des parcs, c'est une clôture électrique en basse tension, on est en 12 volts. Donc en fait, quand ils arrivent contre la clôture, ils ressentent juste une gêne, un picotement qui fait qu'ils se rétractent et qu'ils font demi-tour. Donc ça, c'est récent chez nous. Avant, on utilisait de la graisse mélangée avec du savon noir, qui était le savon noir et un répulsif, et la graisse, on la mettait pour pas que la pluie ou l'arrosage lessive le mélange. Mais c'était pas très fiable, il y avait beaucoup de fuites. Là, avec la clôture électrique, ça marche bien. Donc après, l'installation d'arrosage, on l'utilise tous les jours. Nous, ce qui est important, c'est surtout dans l'été, d'arriver à maintenir de la végétation pour les protéger de la chaleur. À cette époque, on arrose beaucoup moins, c'est juste pour les faire rentrer en activité. Donc on arrose 10 minutes, un quart d'heure, mais l'été, on peut arroser jusqu'à 1 heure tous les jours pour maintenir un bon couvert végétal pour les protéger, en fait. Et puis donc pour finir, les parcs, donc on a un filet, c'est pour les oiseaux qui sont des bons prédateurs. On a notamment les geais, les pies qui nous en mangent. Donc c'est pour ça qu'on installe des filets. Existen varias opciones para la cría controlada del caracol y son básicamente 3: la extensiva, la intensiva y la mixta. El sistema de cría extensiva es uno de los más económicos en cuanto a la inversión inicial y el gasto de mantenimiento, pero la producción se retarda más en el tiempo, porque deben respetarse los cambios estacionales con los consecuentes períodos biológicos del caracol. Además, es necesario un terreno amplio y con ciertas condiciones, tales como la sombra o la inclinación del terreno. Le climat idéal, chez nous, on est trop chaud l'été. On a les premiers parcs qu'on peuple, on a de la mortalité bien assez. Ça se passe beaucoup mieux sur ceux qu'on lâche tardivement et qui sont gros à cette époque. En fait, les premiers parcs, ils sont gros trop tôt pendant les grosses chaleurs et on a pas mal de pertes. L'idéal, on a beaucoup d'éleveurs qui nous prennent des petits escargots qui sont un peu plus en altitude, avec des nuits un peu plus fraîches que chez nous, et ça marche plutôt mieux, ils ont des meilleurs résultats, ils ont moins de pertes en fait. Parce que nous, on arrive à avoir, sur le nombre de petits escargots mis en parc, on arrive à avoir 40% de mortalité. Bon, sachant quand on les met en parc, ils sont très fragiles, ils font 2 mm de diamètre, donc c'est petit, fragile. Mais on connaît des élevages qu'on fournit en petits escargots qui ont moins de 10% de pertes, quoi. Mais qui sont en général plus en altitude et qui souffrent moins de la chaleur que nous. Nous, en vallée du Rhône, là, on est très séchant, très chaud l'été. Non, parce que c'est trop difficile à gérer, parce qu'il y a des années, ils vont pondre beaucoup dans le sol, on ne maîtrise pas, donc ils vont pondre trop, il y aura des trop grosses densités d'escargots, ils vont se gêner, se concurrencer les uns les autres. Puis d'autres années, ça va moins bien marcher, il n'y en aura pas assez, donc on va entretenir un parc pour rien du tout. Parce que le parc, là, il faut savoir qu'on passe beaucoup de temps à la cisaille pour dégager les allées pour pouvoir circuler, et puis que la végétation ne retombe pas sur les mangeoires. Il y a quand même beaucoup d'entretien, donc tant qu'à faire, autant qu'il y ait pas mal d'escargots aussi. C'est plus facile à gérer comme ça, et puis le problème, c'est
Si on lâche les reproducteurs, faut attendre les beaux jours, donc le temps qu'ils s'accouplent, qu'ils pondent. On va souvent être trop avancé dans la saison pour arriver à les élever sur la saison avant les gelées. Los caracoles pueden venderse vivos, congelados o envasados. La forma de comercializarlos depende en general del comprador, si este es local o internacional, y del destino que se le vaya a dar al producto. En el mercado interno francés generalmente se vende vivo, tanto en los mercados como en los restaurantes o a plantas que lo procesan para envasarlo. Internacionalmente también se envían vivos en contenedores refrigerados o bien congelados para su consumo en tiendas y charcuterías. También se venden enlatados con salsas especiales para consumo directo, y el precio en cada caso dependerá del grado de elaboración que requiera el producto. Donc après la récolte, on les rentre en chambre froide et on les ventile parce qu'il faut qu'ils jeûnent au moins 15 jours avant d'être décoquillés. Et le but quand on les décoquille, c'est qu'ils soient rétractés à l'intérieur de la coquille. On ne doit pas voir ça, on ne doit pas voir les cornes, on ne doit pas voir l'escargot comme ça. Donc on les laisse minimum 15 jours ventilés et un peu au frais. Là, bon, ils sont en activité parce qu'il y a beaucoup d'hygrométrie, mais normalement il faut qu'ils soient bien rentrés dans les coquilles. Là, si aujourd'hui on avait programmé une journée de décoquillage dans l'atelier, on ne pourrait pas le faire, parce qu'il y en a trop qui sont en activité comme ça. C'est par douzaine en fait l'escargot. Traditionnellement c'est 12, pourquoi je sais pas. L'escargot c'est comme les huîtres, c'est toujours une douzaine. Donc c'est dans ces petites boîtes qu'on met les œufs quand on les récupère dans le terreau. On met une petite couche de terreau, les œufs par-dessus, et ils restent là-dedans jusqu'à l'éclosion et donc jusqu'à la mise en parc à l'extérieur après. Donc pour la transformation donc en atelier, là, ça se fait en 2 étapes. Donc on commence par les décoquiller. Donc on prend nos filets qui sont en chambre froide et on les plonge dans l'eau bouillante pendant 7 minutes. Donc après on les décoquille, on lave nos chairs avec du gros sel et on les conditionne en blocs de 2 kg, juste blanchis. Et donc ils sont stockés au congélateur en blocs de chair blanchie. Et après au fur et à mesure de l'année, en fonction des besoins, donc on va les cuisiner. Donc on repart de nos blocs de chair blanchie qu'on va courbouillonner avec un courbouillon aux légumes et au vin blanc. Donc là il y a 1h30 de cuisson. Et donc après, selon les besoins, donc on va les remettre soit en conserve pour que les gens les cuisinent eux-mêmes, ou les préparer soit en coquille, soit en croquis, soit en feuilleté. Donc là, avec la plus grosse partie est vendue avec une persillade, donc de l'ail, de l'échalote, du persil, sel, poivre et donc du beurre. Voilà, après on a quelques recettes avec de la tomate, du roquefort, mais c'est plus anecdotique, quoi. Une grosse partie de nos ventes sont basées sur la persillade et en coquille comme ça. Los caracoles terrestres comestibles constituyen un alimento que, dada su calidad nutricional, ha comenzado a considerarse como una alternativa que contribuye a la alimentación del ser humano, a raíz de la situación actual por buscar cada vez alimentos más saludables. Los sistemas de producción para este han tomado fuerza y relevancia en varios países. Donc on a de plus en plus de difficultés avec les chaleurs de ces dernières années, là, et le réchauffement climatique. Donc de plus en plus on est obligé soit de les mettre en parc très très tard pour les récolter un peu plus tard, décaler la production. Et puis on va essayer pour pas avoir toute la récolte à faire en même temps, avoir tous les parcs qui arrivent aux mêmes dates. Également d'en avancer, de lâcher beaucoup plus tôt et d'essayer de les produire avant les grosses chaleurs, avant début août, quoi. Donc
Je pense qu'à l'avenir, on aura en gros 2 périodes. Une mise en parc très précoce pour récolter sur le mois de juillet, et puis une autre plus tardive pour récolter juste avant les gelées sur octobre-novembre. Donc chez nous en France, la consommation d'escargots est très saisonnière. Nous ici, on passe quasiment 60% de notre production sur les fêtes de fin d'année, donc sur Noël et le jour de l'an, et puis après à nouveau un petit peu pour les fêtes de Pâques. Et l'escargot se consomme beaucoup en famille, pour les repas de famille. C'est en général un produit festif. En los últimos años, la helicicultura está recibiendo mayor atención, proporcional al aumento de la demanda internacional, lo que la constituye en una excelente oportunidad de agronegocio, siempre que se superen las expectativas de comercialización, el respectivo acompañamiento y el fomento de la actividad.